Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut PB, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. PB, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour moi c'est le king du marketing, copywriting. Et copywriting, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'art d'écrire pour vendre. PB, justement, je te laisse te présenter un peu brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors déjà, coucou Alexandra, merci beaucoup de me recevoir, ça fait super plaisir. Je suis donc PB pour Pierre-Baptiste Poncelin. Je suis un gars de 31 ans pour l'instant, jusqu'à dans très peu de temps. 31 ans, qui habite à Nice, qui aime le comté et le fromage, qui aime regarder la mer et qui aime beaucoup le marketing, si bien que du coup, j'en ai fait mon métier. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne les entrepreneurs de la formation et de l'accompagnement à développer leur activité grâce à un marketing, grâce au marketing et au copywriting et à tout ce qui permet de vendre et de faire de la thune. Trop bien. Je te vois pas mal comme celui qui prône avoir une vie une vie personnelle, en tout cas au service de sa vie pro et pas une vie pro au service de sa vie personnelle. Aujourd'hui, tu dirais que tu as une vie pleine de sens et d'impact? Alors, est-ce que j'ai une vie qui est pleine de sens et d'impact? C'est une bonne question parce que je me la pose pas beaucoup, en fait. Pour te raconter l'histoire, j'ai eu une petite crise existentielle pendant mes vacances en mai où je me suis dit, pourquoi je fais ce que je fais, en fait? C'est ce qui se passe en général quand je prends des vacances. Et pourquoi je fais ce que je fais? Parce que j'aime ça. Donc, au niveau du sens, je pense qu'on y est. Tu vois, vraiment, je me suis posé sur le truc. Je me suis dit, pourquoi je fais encore du business en ligne et pas j'écris des romans tranquilles dans mon coin, tu vois, ce que j'aimerais bien faire un jour dans ma vie. Euh, Au bout du compte, je suis revenu dans le taf et j'ai pris énormément de plaisir à revenir dans le taf et à faire du marketing. Sauf qu'effectivement, ces vacances m'ont permis de redonner du sens à ce que je faisais en me disant, OK, c'est quoi que tu aimes vraiment foncièrement dans ton activité? Il y a un truc que j'aime, c'est quand je me connecte sur Zoom le jeudi matin ou le jeudi après-midi et qu'on fait du marketing tous ensemble avec le mastermind, en fait. Le reste de ma semaine, en termes business, n'a très peu d'intérêt pour moi, à part quand je viens faire des retours dans le Slack, mais le reste de mes tâches, c'est pas un énorme sens, tu vois. C'est pas ouf. Par contre, cette partie-là, je me dis là, je suis au bon endroit et là-dedans, j'ai du sens. Donc, est-ce que j'ai une vie pleine de sens? J'ai une vie qui a du sens dans ce que je fais dans le business. Est-ce que j'ai une vie qui a du sens dans le reste de ce que je fais? J'ai tendance à croire que oui, parce que je me sens pas à côté de mes pompes. En fait, je fais ce que je veux quand j'en ai envie et avec qui j'en ai envie et je suis content. C'est- Donc Et j'ai c'est pas tendance à mal, hein. croire que, ouais, il y a du sens. Il y a du sens selon ma définition. Il y en a, ils trouveront le sens dans le fait d'aider les autres. Euh, Moi, non, je trouve du sens dans le fait de faire du marketing. Par extension, ça aide des gens. Et je trouve du sens dans le fait de passer la journée à regarder un peu la mer, à un peu lire des trucs. Et voilà, en fait. Maintenant, est-ce que j'ai de l'impact? C'est marrant, j'étais du coup dans une rencontre, un séminaire la semaine dernière, et on nous posait la question justement, c'est quoi le niveau d'impact aujourd'hui que tu as dans le business? Et moi, je leur ai dit, l'impact, je m'en fous un peu, parce que, pareil, c'est une extension de ce que je fais. Donc, j'imagine que j'ai de l'impact, tu vois, dans l'accompagnement du mastermind, dans les gens que j'aide. J'imagine que j'en ai. J'ai des gens qui me disent, ah, PB, il y a ça qui m'a aidé, ça change ma vie. Je suis content que ça fasse ça, mais c'est pas là-dedans que je trouve du sens, en fait. Moi, je trouve du sens dans juste le processus d'aider des gens à faire du marketing, par exemple. Et l'impact, moi, dans ma vie, l'impact, je m'en fous un peu. En tout cas, je ne le poursuis pas, tu vois. Ouais, mais Donc, tu l'as dit, voilà. tu trouves du sens dans aider les gens à faire du marketing. Est-ce que c'est pas ça de l'impact, tu vois? Est-ce que tu aurais le même sens si tu n'aidais pas des gens et que tu faisais juste du marketing pour toi? Ça n'aurait pas le même impact, effectivement. Puisque là, je serais tout seul à faire mon truc. Mais après,
c'est pas l'action d'aider les gens qui me plaît tant, c'est de faire du marketing et tu as un problème marketing, on va le résoudre en fait. Tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est le problème marketing qu'on va résoudre. Et par extension, ça va t'aider. Et ça, c'est cool, tu vois. Mais moi, ce que je poursuis, c'est la résolution du problème marketing, du problème business. Et bien sûr, il y a de l'impact par extension, mais je ne suis pas comme beaucoup d'entrepreneurs à dire, moi, je veux plus d'impact, je veux changer le monde, je veux changer les esprits. Non, moi, j'ai juste envie de faire du marketing et de voir ce qui se passe quand j'en fais, quoi. Voilà. Ouais, tu es vraiment focalisé sur il y a un problème marketing, je veux le résoudre, mais pas forcément Ouais. besoin que le problème marketing, ça soit sauver le monde ou ce soit le problème marketing qui va, je sais pas moi, sauver 20 000 personnes. Tu veux juste résoudre des problèmes, quoi. C'est ça, exactement. Gagner ma vie en résolvant des problèmes, en aidant les gens à résoudre ces problèmes, puisque ça rend service et ça, c'est génial. Mais c'est vrai que derrière, ça ne m'intéresse pas forcément de changer le monde. Si ça y contribue, je suis content. Euh, Maintenant, c'est pas ce que je poursuis parce que j'y arriverai jamais et j'ai pas envie de me frotter trop à ça, quoi. C'est nickel. C'est pas mal. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu as toujours justement eu une vie comme ça tournée autour, enfin une vie personnelle tournée autour du pro et pas l'inverse, où il y a un moment donné dans ton passé, tu as vraiment eu, je sais pas, une quête de sens plus profonde que tu as eu là en mai, où tu t'es dit, mais je suis vraiment pas à ma place, ou tu as très vite réussi à trouver ta place. Non, j'ai longtemps été pas à ma place. Lorsque j'essayais d'être comédien, on va dire j'essayais d'être comédien parce que je gagnais pas vraiment ma vie. Euh, je pensais être à ma place et je me disais, ouais, je serai comédien coûte que coûte, et si je suis pauvre, c'est pas grave, je fais un métier qui me rend heureux. Sauf que j'ai vite compris que c'était un métier qui me rendait pas heureux du tout. Et c'est a posteriori que j'ai compris que non, effectivement, j'étais pas à ma place euh, du tout, qu'il fallait que je parte de ce truc-là et que je m'en éloigne le plus possible. Et c'est ça qui m'a fait basculer ensuite dans le business où parfois je me sens à ma place, parfois je me sens pas à ma place selon les environnements dans lesquels on va être, selon la période aussi du business dans laquelle tu es. J'imagine que toi aussi ça t'a déjà donné cette impression de parfois tu as le business qui roule, tu te dis putain je suis au bon endroit et puis au bout d'un moment ça coince, ça coince, ça coince et tu te dis bon si ça coince c'est peut-être parce que je suis en train de faire un truc qui me fait chier et il faut que je change des choses. Est-ce que ça te parle? Totalement. Je pense que c'est la vie d'un entrepreneur. Je pense que ce qui fait sens aujourd'hui ne fait pas forcément sens demain. Et c'est une quête en fait infinie chaque jour de se réajuster pour plus de sens. C'est ça, exactement. Mais du coup, si je reviens à que tu étais comédien, ça fait partie un peu de ces métiers passion où je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent est-ce que je persévère parce que c'est fait pour moi ou est-ce que c'est pas fait pour moi? C'est quoi ce qui t'a fait dire c'est pas fait pour moi? Est-ce qu'il y a eu des indicateurs? Qu'est-ce qui t'a fait. Comment ça s'est passé? Il y a eu deux choses. La première chose, c'est du coup, je suivais un stage excellent à Paris pour ça, petite pub, ça s'appelle Simplicius. C'est un stage de la méthode Meissner. J'invite beaucoup de gens à aller le faire. Enfin, beaucoup de gens, les gens que ça concerne, à aller le faire, et même des gens qui, oui, donc que des comédiens, c'est mieux. C'est pas un stage de développement personnel, mais c'en est un indirectement. Et il y a eu ce truc-là où j'étais avec une très bonne amie à moi qui, elle, me disait, mais moi, quand je joue, je suis vivante, quoi. Et moi, je me suis dit, ah oui, moi, pas du tout. Quand je joue, je joue. Tu vois. Je suis pas plus, je suis pas plus dans mon flow, je suis pas plus heureux, je suis en train de faire l'action et je vibre pas plus je vibre pas plus qu'autre chose. Donc déjà, je me suis dit, ok, au niveau du feu, quand tu fais l'action, il y a un truc qui déconne. Finalement, moi, ce que je préférais à cette époque, c'était quand moi, j'écrivais plus des scénarios, des histoires, des trucs comme ça, puisque je faisais un peu ça en parallèle, puisque j'aimais beaucoup ça. Et je me reconnaissais plus là-dedans. Ok, mais bon, moi, je voulais la fame à l'époque, donc je me disais, je vais faire comédien, parce que les comédiens, ils ont la fame. Et il y a Hollywood. exactement. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est justement, j'ai fini au Festival de Cannes. Non pas pour un film que j'avais fait, mais en invité basique OK, je me promène et je vois des potes et je rencontre des producteurs. Et là, il y a une meuf que je connais qui me présente un producteur qui dit, tiens, PB, il a fait un film, c'est ça? Non, c'était pas un film, c'était un court-métrage Nikon. Donc, on se calme. Et il a eu un prix alors que j'ai eu
zéro prix, juste été un genre présélectionné. Enfin bref, c'était du gros mytho sa mère pour bien me vendre. Je me suis dit, si c'est ça en plus le délire qu'il faut faire pour vendre son cul, en fait, j'ai vraiment rien à faire ici. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment définitivement arrêté. Ok. Qu'il y avait à la fois l'environnement qui n'était pas forcément aligné avec ta vision et le fait qu'il n'y avait pas cette flamme en toi qui te faisait dire c'est bon, t'es à ta place, tu kiffes jouer. Exactement. Et à côté de ça, quand tu es comédien, bah, c'est mieux de vivre à Paris, parce que c'est là-bas que les choses se passent. Et Paris, c'est un putain d'enfer, en fait. Je veux jamais remettre les pieds là-bas. T'as bougé quand déjà sur Nice? Il y a 4 ans. Et du coup, t'as bougé après, c'est le fait d'avoir arrêté comédien qui t'a fait bouger? Pas exactement. En gros, j'ai habité à Paris, moi, depuis 10 ans. J'ai fait mes études là-bas. J'ai commencé ma carrière de comédien là-bas. Et je me disais, ouais, non, j'ai détesté Paris les 10 années où j'y ai été. Et enfin, non, les 9 années, puisqu'à la fin, la dernière année, j'ai commencé à gagner de l'argent avec mon business. Et c'est fou comme Paris devient intéressant quand tu as de la thune. Avant, c'est pas ouf. Mais en fait, très vite, je me suis dit, ok, c'est cool, tu as de la thune, tu peux vivre où tu veux, et tu t'enfermes dans un appart avec vis-à-vis sur les voisins d'en face, vu voisin, du coup. J'ai dit, bah non, on va partir, en fait. Et voilà. Et tu dirais que justement, changer d'environnement a aussi remis du sens dans ta vie. Est-ce que tu penses qu'on peut remettre du sens rien qu'en déménageant? Je pense qu'on peut changer le sens de sa vie. En fait, tout dépend. Tu vois, là, en ce moment, avec Charlotte, ma femme, ma compagne, on cherche à déménager dans une plus grande maison. Enfin, dans une maison déjà, puisqu'on est tous les deux dans des appartes, dans une maison. Cet événement crée chez nous plus de sens dans les actions qu'on fait, en fait, puisque ça fait quelque temps, je vais pas parler pour Charlotte, mais moi, je me repose un petit peu sur mes lauriers, tu vois, je me disais, le mastermind tourne, c'est bien, je suis content, je vais pas me pousser trop au cul pour aller faire plus de chiffres. Maintenant, on a vu le tarif de la maison, allez, on va aller se pousser au cul pour faire plus de chiffres, en fait. Donc, ça donne du sens, ça pousse à faire des choses qui peuvent te faire peur, tu vois, ou moi j'ai des modifications du coup à faire dans le business que je voulais pas faire parce que j'avais pas besoin de les faire. Maintenant, si je veux gagner plus d'argent, il faut que je fasse les modifications. Donc, je suis là, bah, tes croyances, en fait, elles valent zéro la maison. Donc, les croyances, elles vont péter, la maison, elle va arriver. Paf, ça, c'est comme ça que ça se passait. Ça, c'est un premier truc. Donc, l'intention de déménager peut redonner du sens. Une fois que tu as déménagé, tu peux en perdre. Moi, je sais que j'ai eu une petite pas une déperdition de sens depuis que lorsque j'ai emménagé à Nice pour la première fois, tu vois, de passer de OK, j'habite à Paris versus j'habite à la mer. Disons qu'en fait, tu arrives à un moment où tu as quelque part réalisé quelque chose que tu voulais faire. Donc à ce moment-là, tu n'as plus d'objectif, donc tu n'as plus un sens, on va dire, directionnel, mais tu es là. Et justement, tu peux perdre le sens parce que tu as atteint un objectif, tu es là, tu es au summum de la vie que tu pouvais imaginer et pas non plus extraordinaire, hein, tu vois. J'ai mon appart de vue mer, mais il y en a, ils se diraient, moi, je trouve, moi, j'aurais gagné la vie lorsque j'aurais 1 million sur mon compte en banque et un penthouse dans le sud-ouest, tu vois, par exemple. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai vu mer à Nice, mon appartement. Déjà, ma femme, j'ai tout ce que je veux pour être sûr. Et c'est là que tu commences à perdre le sens, en fait, puisque tu as tout ce que tu as poursuivi pendant des années. Ultra intéressant ce que tu dis et qui revient à un truc que je pense aussi. Finalement, le sens, il est sur le chemin pour atteindre ta vision et pas au point d'arrivée. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu pars de ta vision qui va remettre du sens dans ton quotidien. Mais souvent, dès que tu atteins ton objectif, dès que tu atteins le truc, bah, ok, c'est cool la première semaine, la deuxième semaine, t'as l'ego qui est, ouais, j'ai atteint mon truc, j'ai eu ma maison, je suis à Nice, etc. Puis très vite, ça redescend parce que si t'as pas d'objectif nouveau, plus de vision, bah, comment tu fais pour remettre du sens justement dans tes actions quotidiennes? Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, ça doit parler plus aux entrepreneurs, puisque moi, je vois des potes à moi qui sont pas entrepreneurs, ils sont dans leur taf, leur famille, leurs enfants.
je suis pas sûr qu'ils soient en quête de sens. Tu vois, ils ont l'air très bien, très heureux, ils font leur truc tous les jours, ils vont s'occuper de leurs enfants. Et c'est peut-être pour ça que les gens font des enfants. Pour retrouver du sens, parce Bah oui, ce que que j'ai j'allais gagné à dire. la vie, maintenant, bah, je sais pas trop quoi foutre, je vais faire des gosses, tu vois. Non, mais je D'accord, pense qu'ils ont du sens parce que même si tu es salarié, tu penses à la prochaine évolution, tu penses bah, pour pareil, peut-être à déménager dans une maison, dans un truc plus grand, à tes enfants, à payer des études à tes enfants. Donc, je pense que ça oui, crée quand même des mini-visions qui tournent pas autour de ton business, mais peut-être autour de c'est ta vie ça. familiale, peut-être autour, je sais pas moi, si tu fais du sport à côté, du sport à côté. Mais je pense que ça reste quand même dans cette même dynamique de, tu as une vision qui vient remettre du sens dans dans ton quotidien et que si tu n'as pas cette vision, bah, c'est là où, en effet, tu te fais un peu chier, quoi. Pourquoi te lever le matin? Exactement. Donc, bah moi, là, ça s'est arrivé assez récemment, justement, là, pendant les vacances, où justement, j'ai dit, bah, ça y est, en fait, on a tout gagné. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Et en fait, je pense qu'après, le sens, tu peux le plus le trouver dans la passion de ce que tu fais. Ou moi, je vois, par exemple, j'ai un truc avec YouTube. Tu vois, j'ai toujours pas lancé la chaîne YouTube. Ça me fait peur pour plein de raisons. Et puis, j'y arrive pas pour plein d'autres raisons. Euh, mais je me dis, tiens, peut-être qu'un jour, j'aurai ce déclic. Peut-être pas, je sais pas. Mais si je prends un mec comme Stan, Marketing Mania, Stan Leloup, il fait ses vidéos, il les fait bien et il a du sens là-dedans, tu vois. Et juste son objectif dans la vie, c'est de faire des vidéos et de les faire bien. Et voilà. Et là, il y a pas de fin du game, en fait. Donc, je pense qu'un enjeu, si tu veux vraiment pouvoir garder le sens dans ce que tu fais, c'est de poursuivre quelque chose dans lequel il n'y a pas de fin du game. Ouais, t'es passionné jusqu'au bout et tu le ferais jusqu'à la fin de ta vie, quoi qu'il arrive, quoi. C'est ça. Moi, ça, je vais le retrouver dans le marketing, où je vais me dire, OK, bah, dans ma vie, je trouve pas peut-être plus de sens à faire des actions parce que j'ai atteint la vie que je voulais. Donc, il n'y a plus de motivation, peut-être extrinsèque. Je sais pas si c'est vraiment extrinsèque ou pas. Mais je peux me dire, qu'est-ce que tu aimes faire? Ça, et je veux le faire mieux, en fait. Et je veux continuer à maîtriser ce domaine et à être un boss dans 30, 50 ans, et à vie. Ça fait une bonne transition. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, du coup, qui sont entrepreneurs et qui ont peut-être ce truc de bah, le marketing, ça n'a pas de sens, c'est le mal, etc. Comment tu fais toi au quotidien pour bah, mettre du sens dans le marketing et justement bah, aimer le marketing, aimer la vente et aimer tout ça? Une bonne question. Comment je fais pour aimer le marketing? La première chose, c'est que j'ai toujours aimé ça. En fait, ça m'a toujours intéressé. Ça m'a toujours intéressé. Tu vois, tu as un truc, il faut le vendre. Je me dis, c'est intéressant quand même. Ça n'intéresse pas tout le monde. Il y en a, non. Je veux aider les gens à changer leur mindset. Je veux aider les gens à perdre du poids, à être en forme, à réussir leur couple. Ils trouvent du sens là-dedans. Comment je fais pour aimer le marketing? Moi, je trouve ça passionnant parce que dans le marketing, tu as plusieurs choses qui sont passionnantes. La première étant un aspect créatif vraiment bien. Tu vois. Et on va trouver ça dans le marketing, on va trouver ça dans le fait de faire des livres, on va trouver ça dans le fait de faire des films, toutes ces choses du divertissement. Pour moi, le marketing va suivre les mêmes codes, en fait. Ton objectif, c'est quoi? C'est que tu as une audience en face, tu veux lui faire ressentir des trucs et qu'à la fin, potentiellement, elle fasse quelque chose ou au moins qu'elle reparte avec OK, on repart avec ça. Bon, dans le marketing, ils vont faire quelque chose. Dans un film, ils vont plus repartir avec une émotion, une sensation, quelque chose qui fait qu'ils sont kiffés ou pas ton film. Je prends du plaisir là-dedans. Quoi d'autre fait que j'aime le marketing? Bah, j'aime bien l'argent quand même. On va pas se mentir. Et j'aime bien en gagner plus. Et le marketing permet ça, en fait, aussi. Et je te dis ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon avis sur le marketing a bien changé par rapport à quand je me suis lancé en tant que copywriter. Quand je me suis lancé en tant que copywriter, il y a belle lurette maintenant. euh, J'avais peur de faire des emails dans lesquels je disais aux gens tu vas gagner de l'argent. Tu vois. J'étais là, j'étais ouais, mais t'inquiète, l'argent, il est pour te faire plaisir. Hein, donc, ça, non, tu peux dire, écoute, j'aime gagner de l'argent, c'est cool. Euh, donc, ma vision a aussi évolué au fur et à mesure d'être au contact de personnes qui étaient aussi beaucoup plus à l'aise avec ça, en fait, puisque ça peut être quelque chose aussi qui aide à aimer le marketing.
d'être au contact d'autres personnes qui aiment ça et pour qui, en fait, c'est un non-sujet. Euh, Si ta famille, tout le monde déteste l'argent et le marketing, effectivement, c'est pas un non-sujet. C'est un truc qu'il faut pas faire. Je sais que moi aussi, dans ma famille, j'ai des gens qui détestent le marketing. Après, on s'aime d'amour, hein, et c'est ma famille très proche. Mais ce que je fais, c'est le diable, quoi. Et j'en ai rien à foutre ce que je fasse, c'est le diable, parce que bah, j'ai plein de thunes qui peut permettre à ces gens-là, s'ils sont en galère aussi potentiellement, bah, de les aider. Donc, on verra qui c'est qui a raison à la fin. Voilà. Là-dessus, je suis Et, tellement d'accord avec toi. Pareil, j'ai aucun tabou sur l'argent. Et quand même, quand on regarde de l'extérieur, celui qui a le plus d'argent, c'est celui qui peut aider le plus de monde. Parce que souvent, ceux qui voient l'argent comme quelque chose de mal, c'est ah non, mais il faut pas gagner beaucoup d'argent parce que il faut plus le donner, faire du bénévolat, du don de soi. Oui, mais quand tu fais du don de toi, tu fais à la limite du don de ton temps. Mais par moment, les gens, ils ont peut-être pas besoin de ton temps, ils ont peut-être plus besoin, je sais pas moi, 2 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros et quelques. ouais, Et en fait, plus tu gagnes d'argent, plus vraiment tu peux aider ceux que tu as envie d'aider, au-delà d'être limité par ton temps. Et donc, c'est pas du tout. Gagner de l'argent ne veut pas dire que tu peux pas aider les gens. Ne veut pas dire que tu es méchant, comme tu dis, le diable. Au contraire, tu peux aider encore plus de monde. Et on le voit aussi dans les métiers de l'accompagnement. Moi, je vois dans les coachs, bah, si tu gagnes pas d'argent, tu peux plus aider tes clients. Il faut que tu retrouves un job salarial. Finalement, tu es perdant sur toute la ligne, quoi. c'est ça, exactement. Et si on reprend justement pour ces coachs, parce que je pourrais te dire d'autres choses, comme le fait que moi, naturellement, le marketing, j'aime ça parce que bah, j'adore pouvoir faire un truc et voir une action qui va être faite derrière. Tu vois, je vois un email, j'envoie un email, j'ai fait une vente, je me dis, putain, j'ai réussi à faire basculer quelqu'un et à le faire acheter. Et c'est un peu grisant de savoir que tu as ce pouvoir sur les gens. Ça, c'est très personnel. Et ça va peut-être pas trop parler justement aux personnes qui sont coachs, qui sont là. Ah non, en plus, tu as du pouvoir sur les gens, c'est pas génial. J'admets. Ouais, mais si Maintenant, c'est pour leur vendre un truc qui peut changer leur vie en bien, tu vois, moi, je suis persuadée que si tu as un produit qui peut vraiment aider les gens, bah, c'est limite de ton rôle de les influencer pour bah, les aider à aller mieux, quoi. Je dis n'importe oui, quoi, tu découvres un vaccin contre tous les cancers, c'est quand même ton rôle de convaincre tout le monde d'utiliser ce vaccin pour éviter d'avoir un cancer plutôt que le garder pour toi, ne rien dire et attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne te voir. Au fait, tiens, tu n'aurais pas un vaccin pour les cancers? Chose qui est très rare. c'est clair. C'est très, très clair. Et justement, pour les personnes qui sont là, réfractaires au marketing, en fait, il faut vraiment sortir euh, hmm, du principe même de marketing, en fait. On est là, OK, le marketing, c'est pas bien, la pub, voilà, ça dérange les gens, ça les trompe, c'est du mensonge. Ça trompe les gens, c'est du mensonge et c'est pas bien à la seule condition de faire un marketing de merde, déjà. Ça, c'est le premier truc. Ton marketing, à toi, dans ton entreprise, c'est toi qui décides de ce qui va être. Tu n'as pas à copier-coller le marketing de merde des gens qui mentent aux gens. Tu as vraiment plein de familles de marketing, du gros enculé à la personne ultra sincère, et tous y vendent. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je prends quelqu'un que j'adore, Jeremy Coleman. Jeremy Coleman, il fait des super pubs dans lequel il te dit la vérité, en fait. Il te dit, voilà la réalité aujourd'hui, voilà ce que tu peux faire. Et lui, il va te dire purement et honnêtement tout, même ce qu'il peut craindre dans ce qu'il fait, même pour qui ça marche pas, pour qui c'est déconseillé. Bref, toutes ces choses, c'est dans son marketing, c'est juste transparent, quoi. Et du coup, tu te dis, ah bah, tu as envie de faire confiance au gars. Et ça, tout le monde peut le faire, déjà. Et ça fait pas moins d'argent. Est-ce que ça fait moins d'argent? Ça peut faire de l'argent un peu plus difficilement. Pourquoi? Parce que tu vas pas vendre aux débiles qui achètent tout et n'importe quoi, qui sont une grosse tranche de la population, on va pas se mentir. Euh, Mais Ça, pas c'est un ceux qui premier truc. t'écoutent. Non, certainement pas. S'ils sont là, c'est qu'ils font pas partie de cette grosse tranche de la population. Il faut de tout pour faire un monde, hein. Maintenant, ça, c'est le premier élément. Sortir un peu de cette idée de marketing égale mal. Dans le marketing, c'est un peu ce que tu fais avec. En fait, il y a des gens, ils vont dire, ouais, le marketing et la vente, c'est comme un couteau. Tu fais ce que tu veux avec. Ouais, un couteau, ça reste dangereux quand même. Pour moi, c'est plus de la pâte à modeler, en fait. Si tu as envie de modeler un couteau,
c'est de la super pâte à modeler magique, hein. Si tu as envie de modeler un couteau, ça marche. Si tu as envie de modeler un collier, ça marche aussi. En fait. C'est ça le marketing. Et le deuxième truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le marketing, c'est pas non plus compliqué. Je sais qu'on est là, tunnel de vente, machin, nan. Marketing, c'est vraiment de la pure communication. Il y a des gens qui ont un problème. Tu as la solution. Tu as quand même envie que du coup, bah, ils prennent cette solution, en fait. Peu importe au tarif où ils te la prennent déjà. Oublions les sujets business de c'est bien de gagner de l'argent. À n'importe quel tarif, il faut qu'ils prennent ta solution et qu'ils l'implémentent. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit un peu payante parce que tout ce qui est gratuit, souvent, on l'implémente pas aussi bien. En tout cas, pour la majorité des gens. Euh, ce qu'il y a entre les deux, c'est ton marketing. Et ce marketing, ça n'a pas à être des mensonges, ça a à dire à cette personne, écoute, aujourd'hui, tu as tel problème. Ce qu'il faut que tu fasses pour le résoudre, c'est ça. Moi, avec ma solution, je te permets de faire ça. Je t'invite très vivement à l'acheter parce que bah, ça pourrait vraiment, pour le coup, résoudre ton problème ou te permettre d'atteindre ton désir. Euh, et le marketing, c'est juste ça. Et c'est juste faire comprendre à ces gens qui ont un problème ou un désir que ta solution peut les aider. Non pas qu'il faut qu'ils achètent ta solution, mais que ta solution va les aider. Là, voilà, ma solution, elle est là. Elle fonctionne. Voici pourquoi elle fonctionne. Tu peux l'acheter. Je pense que ce serait une bonne idée pour toi compte tenu de ton problème. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Et c'est juste ça le marketing, en fait, de base. Et après, tu as des niveaux de marketing plus ou moins agressifs, quoi. Mais c'est ça la base. Et, euh, et pour les personnes qui nous écoutent, je pense que ça va. C'est pas horrible, ni terrible, ni mauvais ou mal, quoi. Ouais, comme tu le dis, ça dépend si tu fais du marketing mensonger ou du marketing honnête, où tu dis juste, bah, voilà, t'as tel problème, j'ai telle solution, moi, ce serait dommage de ne pas en profiter finalement. Exactement. Et dans ces moments-là, je pense à mon beau-frère, putain, balle perdue, quoi, qui est dans la santé et qui a du mal à se faire payer plus. Parce que, non pas parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il veut pas. Tu vois. Déjà, ça doit être gratuit ce qu'il fait, tu vois, dans sa tête. Et je suis d'accord. C'est vrai que si la santé était gratuite pour tous, ce serait plus simple. Sauf que si la santé était gratuite pour tous, il n'y aurait plus de médecins. En tout cas, bon, nous, on a la sécu, c'est cool. Mais tu vois l'idée. Il n'y aurait plus, en tout cas, de médecine alternative et compagnie. Et le truc, c'est que, OK, oui, ce serait mieux si c'était gratuit. Maintenant, tu as besoin de vivre et tu as besoin que ton entreprise vive. Donc, si tu ne demandes pas de l'argent en échange de ton service, de ta solution, tu vas pas gagner d'argent. Du coup, bah, si tu gagnes pas d'argent, tu n'es pas censé pouvoir acheter à bouffer. Donc, à moins de juste être assis sur un demi-million ou 1 million sur son compte en banque et pas avoir à travailler jusqu'à la fin de tes jours, et là, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de faire du gratuit, vas-y. Mais si tu veux développer ton entreprise et gagner de l'argent et gagner ta vie avec, en fait, pour pouvoir bouffer, nourrir tes enfants, nourrir ta famille, payer ta maison, tout ça, tu as besoin de faire payer les gens pour ça. Et si tu le fais pas, ce qui va se passer, c'est que toi, tu n'auras plus d'activité. Et du coup, les gens, tu pourras plus les aider. Bon, peut-être que d'autres gens pourront les aider, mais peut-être pas aussi bien que toi. Et c'est franchement dommage. Et, euh, et c'est pour ça que c'est bah, ta responsabilité de te faire payer, de te faire bien payer, en tout cas de te faire payer pour être rentable et gagner ta vie. Euh, te faire payer pour être rentable et gagner ta vie, pour pouvoir continuer à aider les gens. Si tu le fais pas, tu gagnes plus d'argent, tu peux plus aider les gens. Ouais. Et comme tu le dis, en plus, euh, en prenant un peu de recul, si tu le fais pas, du coup, tu finis, je sais pas, ouais, dans un job alimentaire, à travailler peut-être 35 heures, payé pour faire je sais pas quoi, peut-être pas les choses les plus utiles. Parce que vraiment, ça c'est mieux et c'est être plus gentil d'être payé bien pour un job qui n'a pas d'intérêt que être bien payé pour un job où tu aides des gens, quoi. Et tu fais ce que tu aimes. C'est clair. On a, tu cherches un peu la logique quand tu prends un peu de recul de dire en quoi c'est mieux et plus valorisant pour toi et être plus gentil de faire un job que t'aimes pas, qui a pas forcément de sens. Bien payé plutôt que faire un truc que t'aimes, qui a du sens, qui aide les autres et bien payé. C'est clair. Exactement.
Super intéressant, en tout cas, PB. Je pense que ça éclaire beaucoup de personnes sur le marketing et sur, en effet, cette croyance que le marketing, c'est mal, que c'est forcément mensonger, que c'est forcément des gens qui sont à Dubaï et qui, derrière, arnaquent tout le monde. Euh, Aujourd'hui, du coup, tu as un mastermind, on en a beaucoup parlé. Alors, mastermind, pour ceux qui ne connaissent pas, on a oublié de préciser, c'est un regroupement d'entrepreneurs pour échanger sur les problématiques du moment et dans ton mastermind aussi, tout ce qui est justement marketing, communication, copywriting, etc. C'est quoi un peu les erreurs que tu vois le plus souvent, justement, dans les entrepreneurs que tu accompagnes? Je fais partie de ce mastermind-là, donc je suis souvent dans les erreurs. Euh, les plus grosses erreurs. Alors, il y a les erreurs, on va dire, macro et les erreurs micro. Les erreurs micro, comment c'est pas celle-là, puisqu'on va vite les évacuer. Les erreurs micro, c'est bah, j'ai plusieurs offres et du coup, j'essaye de vendre plein d'offres. Tu vois, ça, c'est une erreur micro. Non, c'est tu te concentres sur une offre, tu la fais bien et ça va mieux se passer pour toi déjà. Une autre erreur micro, c'est bah, par exemple, ok, j'ai des problèmes, encore une fois, j'ai des problèmes de trésorerie, je gagne plus d'argent, je fais une nouvelle offre, et puis je refais une nouvelle offre, et puis je refais une nouvelle offre, au lieu de juste améliorer le marketing de la première, euh, qui résoudrait, Ça résolution devra. de, tout, Ouais. de tous les autres problèmes. Tu vois. Ça, c'est une autre erreur micro. Après, il y a plein d'autres petites erreurs micro. Mais pour moi, s'il y a une grosse erreur, et là, de plus en plus, moi, je vais appuyer dessus, mais comme jamais, c'est que ils connaissent pas les chiffres de leur business. Et ça, c'est une erreur macro. Parce qu'il y a tout qui se pète la gueule derrière, en fait. Si tu connais pas les chiffres de ton business, mais bien, il y a tout qui se pète la gueule derrière. Euh, Moi, là, j'ai passé une petite heure ce week-end à calculer la rentabilité justement du mastermind sur un tableau de rentabilité où je sais, OK, un client du mastermind, c'est à peu près tant de dépenses. Et même en prenant aussi tout mon business. Tout mon business, que ça dépense par mois, mon salaire compris. OK, combien il me faut de clients dans le mastermind pour être rentable? Je ne sais plus combien, c'était peut-être une vingtaine ou un truc comme ça. Euh, et ça, c'est juste la base. Et en fait, ça, c'est l'un des premiers trucs que les gens ne pensent pas à faire. C'est à se dire, bah, je vais peut-être caler mon prix selon l'argent qu'il faut que je gagne, en fait. Et l'argent que ça implique dans le programme. Et parfois, parce que là, c'est dans l'accompagnement, évidemment, ou dans le coaching. C'était là, bah, je vais faire tel tarif au doigt mouillé. Et en fait, tu te rends compte que sur un horizon de 6 mois, tu as perdu de l'argent. Bizarrement. Et quand tu fais ces calculs, tu te dis, ah, bah, mon produit n'est pas assez cher. Je n'ai pas d'autre choix que d'augmenter le prix parce que sinon, dans 6 mois, je fais banqueroute et je ferme ma boîte. Ça, c'est le premier truc. C'est vraiment les chiffres macro vraiment du business de tu dois connaître ça. Parce que si tu connais pas ça, ça se trouve, tu as l'impression que ça marche, mais en fait, ça marche pas ce que tu fais et que tu es juste à 6 mois de te péter la gueule. Ça, c'est le premier truc. Et Et après, donc, le premier truc, c'est les excuse-moi, je échecs. t'interromps. Dans Ouais. les chiffres les plus importants à regarder pour toi, du coup, là, c'est le retour sur investissement et le profit. C'est ça? Ouais. C'est vraiment le profit. C'est OK. Moi, voici tous les coûts de mon business. Voici mes produits ou mon produit. C'est plus simple quand on a moins t'as de produits, plus c'est simple à calculer. Et puis après, t'as vraiment, ça complexifie tout d'avoir plein de produits en fait. Si tu n'as pas une énorme machine derrière, tu vas te faire chier. Donc j'ai mon produit au moins principal, peut-être un deuxième produit éventuellement. Mais c'est vraiment calculé, OK, moi mon business, il y a tout ça qui sort tous les mois. Donc mon produit à tel tarif pour tant de clients me rapporte tant en fait. Et c'est là, c'est sur ces deux chiffres, tant de clients et tel tarif tu vas savoir quand est-ce que tu es rentable. Je suis rentable à tel tarif avec tant de clients. Je suis rentable à tel tarif avec tant de clients, par exemple. Je suis rentable à 2000 euros avec 20 clients. Je suis rentable à 10 clients. Je suis rentable à 4000 euros avec 7 clients. Tu as une forme de modèle comme ça. Et là, tu te dis, OK, je vois déjà ce qu'il faut que je fasse. C'est déjà pas mal. Je ne suis pas à côté de la plaque, en fait. Quand je gagne de l'argent, je gagne vraiment de l'argent. Ça, c'est le premier truc. Et après, le deuxième truc, bah, là, c'est plus pour les personnes qui vont ensuite faire de la pub et faire toutes ces choses-là, qui aujourd'hui deviennent arriver à un certain niveau, encore une fois, de plus en plus nécessaire. D'ailleurs, ça me reboucle. J'ouvre la boucle. Il y a un autre calcul à faire, il y a un autre truc à suivre. Je t'ouvre la boucle, mais juste avant. La pub, c'est pas forcément quand tu te lances. C'est quand tu te lances, mais que tu maîtrises déjà le marketing.
il y a beaucoup de gens aussi, une des erreurs qu'ils font, là c'est plus quand ils se lancent, c'est ils vont te créer une machine marketing compliquée de telle personne qui leur a appris ça en formation, tu vois, tu vas faire un challenge, et puis tu vas faire ça, et puis tu vas faire ça, tu vas faire ça, quand ils n'ont jamais vendu leur offre. Tout ce délire marketing challenge, pour moi, c'est l'étape 2 que tu appliques à partir du moment où tu fais déjà entre 5 et 10 000 euros par mois. Tant que tu ne fais pas entre 5 et 10 000 euros par mois, ton marketing, ça doit être concentré sur soit contacter des gens en prospection, soit créer du contenu au choix, tu vois, et faire des messages. Donc des messages WhatsApp, des MP, MP Instagram, MP LinkedIn, et des appels avec les gens. C'est juste ça ton marketing. Contenu prospection, message, appel et vente du produit. Juste tant que tu ne fais pas 5 à 10 cas par mois avec ça, ça va être très compliqué de faire 5 à 10 cas par mois avec autre chose, déjà. Ensuite, tu peux rajouter la pub et t'amuser un peu plus. Enfin, t'amuser un peu plus. Être un peu plus folklorique, on va dire. Mais quand tu commences à faire de la pub, là, c'est la même chose. J'en parlais encore une fois au séminaire la semaine dernière. Je leur ai dit un truc. Je leur ai dit, vous n'avez pas le droit de faire de la pub sans savoir lire les chiffres de vos pubs. C'est interdit. Et même si vous avez un prestataire Facebook qui va vous accompagner, le prestataire Facebook, il va jamais vous dire qu'il vous a mis dans la sauce, en fait. Il va toujours de toute façon, la plupart des prestataires vont toujours essayer euh, de sauver les meubles, en fait, quand il y a un truc qui marche pas. Oui, mais pour telle raison, ça va. Oui, mais pour telle raison, ça va. Avec les prestataires, tout va toujours très bien, même quand ça va très mal. Euh, je sais, j'ai été prestataire et moi aussi, j'ai joué à ce jeu-là. Mais c'est-à-dire que le prestataire Facebook, il va te dire, bah, non, là, les leads sont un peu plus chers, mais t'inquiète, c'est normal. Et toi, tu es là, ok. Et puis derrière, tu as un vrai expert qui va venir et qui va te dire, non, c'est pas normal. Ton truc est totalement déconnant. Et voici comment tu lis ton tableau de publicité. Et voici les calculs que tu dois avoir derrière, des calculs de base étant le coût d'acquisition d'un client et ce qu'on appelle sa lifetime value, c'est-à-dire ce qui te rapporte tout le long du temps où il est client chez toi. C'est juste ces chiffres-là de base à avoir, en fait. Mais si tu les as pas, tu sais pas ce qui se passe dans ta boîte. Du coup, tu peux faire n'importe quoi à tout moment. Perdre de l'argent, perdre du temps, perdre de l'énergie et te retrouver à la catastrophe dans quelques mois. Voilà. Bon, de super conseils, ultra pratique. Donc, on retient voilà, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Suivant notre business, ça ne sert à rien de faire des usines à gaz de marketing. Au début, le plus simple, je suis d'accord avec toi, c'est parler aux gens, créer des conversations. Au début, faut finalement valider ce qu'on appelle le fameux product market fit, quoi. Valider que ton Ouais. produit il a bien son marché et que ça marche. Ultra intéressant. PB, je ne sais pas si tu le sais, mais à la fin de ce podcast, les auditeurs, ils ont toujours une petite question de coaching à méditer en marchant pour justement avancer un peu plus dans la réflexion. Je me posais la question là, bah, justement au mois de mai, là, quand tu étais en pleine quête de sens, c'est quoi un peu les questions que tu t'es posées et quelles questions nos auditeurs pourraient se poser pour bah, justement mettre plus de sens dans leur quotidien et se poser les bonnes questions? Souvent, on va se poser la question, qu'est-ce que je veux, tu vois? C'est une bonne question à se poser. Certes, c'est pas mal. On va se poser la question aussi, qu'est-ce qui est important pour moi? Et moi, j'aime bien la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Mais le problème, c'est qu'on y répond toujours à côté de la plaque. Euh, Qu'est-ce qui est important pour moi? Les gens vont peut-être dire ma liberté, ça. Et en fait, quand tu vas regarder dans les faits, si tu prends un horizon des 6 derniers mois, tu vas voir que ce qui est important pour toi, bah, t'as pas franchement foutu du temps, de l'attention ou de l'énergie dedans. Tu vois, ce qui est important pour moi, c'est ma famille. Ah ouais, bah pourquoi tu bosses tout le temps alors? Est-ce que c'est vraiment important pour toi, ta famille? C'est bizarre. Donc la question que j'invite à se poser, c'est qu'est-ce qui, dans les faits, est vraiment important pour vous? Dans quoi tu mets aujourd'hui du temps, de l'énergie, de l'argent éventuellement, dans les faits?
mais vraiment dans les faits, pas dans ta tête, dans les faits, sur les 6 derniers mois, dans quoi tu as mis du temps, de l'énergie. Moi, je sais que je l'ai fait là pendant les vacances. Je me suis dit, OK, moi, dans les faits, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vraiment est irrésistible pour moi de faire? Puisque souvent dans mon business, je me disais, non, mais moi là, je veux un business où je fais juste des emails et foutez-moi la paix. Tu vois. Et je m'étais dit ça un moment dans mes vacances. Sauf que dans les faits, moi, faire des emails, ça me fait chier. Moi, ce que j'aime, c'est quand on est sur Zoom tous ensemble le jeudi matin et le jeudi après-midi. Et dans les faits, c'est ça où je me dis, putain, je vais me lever, on va faire ça et ça va être bien. Et dans ma tête, c'est non, moi, ce que je veux faire, ce qui est important pour moi, c'est faire les emails et faire l'argent. Ouais, bah non, en fait, pas du tout. Absolument pas. C'est faux. C'est un mensonge que je me raconte. Donc, dans les faits, qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce que tu veux plus dans les faits? Ultra intéressante comme question. Donc, restez bien jusqu'au bout pour avoir cette petite question de coaching à méditer en marchant. Et en attendant, Pépé, où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui nous écoutent? On peut me retrouver sur Instagram à @pbponcelin. Et je mettrai du coup les liens dans le descriptif de l'épisode. En tout cas, un grand merci, Pépé. C'était ultra intéressant d'échanger avec toi sur un sujet. Je pense que tu n'as pas forcément l'habitude de parler du sens, etc. au début. Le marketing, ça, par contre, tu dois avoir l'habitude d'en parler. Mais en tout cas, ultra intéressant d'avoir ta vision, d'avoir ton parcours. Et donc, un grand merci à toi. Merci à toi de m'avoir reçu. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour à méditer comme d'habitude en marchant et question suggérée par PB. Dans les faits, dans les 6 derniers mois, dans quoi as-tu mis ton temps, ton énergie et ton argent? Et PB a bien insisté, on parle dans les faits. Pas ces mensonges que tu te racontes. Vraiment, si on regarde ton compte en banque, si on regarde ton emploi du temps, dans les 6 derniers mois, dans quoi as-tu mis du temps, de l'énergie et de l'argent?